J'avais besoin d'emmener ma mère de 82 ans à l'hôpital. Ma voiture était au garage. Quand j'ai demandé la sienne à ma femme, elle a dit « Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi ». J'ai juste répondu « D'accord ». Le lendemain. Elle m'a appelé 31 fois. Elle m'a appelé 31 fois le lendemain. Dès le 15e appel, sa voix était passée de l'irritation à la panique. Au 23e, elle s'était transformée en quelque chose que je n'avais jamais entendu en près de 3 décennies de mariage, la peur. Je regardais son nom s'illuminer encore et encore sur l'écran de mon téléphone, tandis que j'étais assis à la table de la cuisine, une tasse de café noir refroidissant dans ma main. Le plus étrange, c'est que rien de tout cela ne serait arrivé si elle m'avait simplement tendu les clés de sa voiture. Au lieu de cela, elle m'a regardé ce matin-là et a prononcé 5 mots qui résonnent encore dans ma tête, comme une porte qui claque, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Il était 6h40 du matin lorsque je me suis réveillé au son de ma mère qui toussait dans la chambre d'amis, au fond du couloir. Ce n'était pas une toux ordinaire, elle était serrée, tendue, le genre qui vous fait vous asseoir droit dans votre lit sans réfléchir. Ma mère a 82 ans, 2 stents, une légère insuffisance cardiaque, et une liste de médicaments plus longue que la plupart des menus de restaurant. Elle vit avec nous depuis le décès de mon père il y a 3 ans. La plupart du temps, elle se déplace lentement, mais régulièrement. Ce matin-là, elle ne pouvait pas reprendre son souffle. Je l'ai aidée à s'asseoir. Ses mains étaient froides, sa peau avait ce teint gris pâle que j'ai appris à ne pas ignorer. « N'attendons pas », a-t-elle murmuré. Je le savais déjà. J'ai pris mon téléphone pour appeler le cabinet de son cardiologue. Ils m'ont dit de l'amener immédiatement. Et c'est là que je me suis souvenu, ma voiture était toujours au garage. Panne de transmission, 4e jour d'attente de pièces. J'en avais justement parlé la veille au soir, tandis que Laura, ma femme, avait à peine levé les yeux de sa tablette. Le SUV de Laura était garé dans l'allée, pratiquement neuf, entièrement payé. Je suis entré dans la cuisine où elle faisait défiler quelque chose sur son téléphone, son café fumant à ses côtés. « Laura » ai-je dit, en essayant de garder ma voix égale. « Maman a besoin d'aller à l'hôpital. Ma voiture est toujours au garage. Puis-je prendre la tienne ?» Elle n'a pas levé les yeux tout de suite, a juste fait défiler l'écran une fois de plus. « J'ai Pilate à 9h » a-t-elle dit d'un ton monocorde. « Je l'aurai de retour avant. » C'est là qu'elle m'a regardé et j'ai vu. Pas de colère, pas de stress, de l'indifférence. « Ce n'est pas mon problème » a-t-elle dit, en soulevant sa tasse. « Débrouille-toi. » Un instant, j'ai cru l'avoir mal entendu. Ma mère ne peut pas respirer. Elle a haussé les épaules. Alors appelle un Uber. Je suis resté là plus longtemps que je ne voudrais l'admettre, attendant le clou de l'histoire, attendant que la douceur revienne dans ses yeux. Elle n'est pas revenue. Alors j'ai hoché la tête. D'accord, ai-je dit. C'était tout. Pas de cri, pas de dispute, juste ce seul mot. D'accord. Notre voisin Franck nous a conduits à l'hôpital. Pendant tout le trajet, j'ai regardé par la fenêtre tandis que maman reposait sa tête contre le siège. « C'était Laura » a-t-elle demandé doucement. J'ai gardé les yeux fixés vers l'avant. « Elle a une matinée chargée » ai-je répondu. Maman n'a rien dit de plus, mais j'ai ressenti le poids de son silence. À l'hôpital, les tests ont commencé immédiatement, EKG, prise de sang, surveillance de l'oxygène. Je suis resté à ses côtés tout le temps. Ce n'était pas une crise cardiaque, heureusement. Accumulation de liquide, ajustement des médicaments, un coup de chaud. Mais quelque chose d'autre avait changé en moi ce matin-là. Quelque chose de silencieux, quelque chose de permanent. Laura a envoyé un texto une fois vers midi, « Tout va bien ». J'ai fixé le message. Pas d'excuses, pas d'inquiétude, juste de l'efficacité. Elle est stable, ai-je répondu. Un emoji pouce levé est revenu. C'était tout. Ce soir-là, quand nous sommes rentrés à la maison, Laura était assise à l'îlot de la cuisine. « Comment va-t-elle » a-t-elle demandé sans se retourner. « Stable » ai-je dit. Elle a hoché la tête. Bien. Je suis resté là un instant, à l'étudier. 28 ans de mariage. Nous avions construit cette maison ensemble, élevé 2 beaux enfants de son premier mariage. Partagé des fêtes, partagé des enterrements,
partager des projets de retraite. Et pourtant, ce matin-là, quand cela comptait le plus, elle avait tracé une ligne dont j'ignorais l'existence. Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Les mots n'étaient pas forts, ils n'étaient pas dramatiques, ils étaient froids. Et ils m'ont révélé quelque chose que je ne m'étais pas autorisé à voir, je n'étais plus son partenaire, j'étais sa responsabilité. Et les responsabilités peuvent être déclinées. Cette nuit-là, après que Laura soit allée se coucher, je suis resté seul dans le salon. La maison était silencieuse, à l'exception du léger ronronnement du réfrigérateur. J'ai ouvert mon ordinateur portable. Je ne sais pas ce que je m'attendais à trouver. Peut-être avais-je juste besoin de quelque chose de solide, de factuel, quelque chose qui ne dépendait pas de l'émotion. Alors, je me suis connecté à notre compte bancaire commun. Et c'est là que je l'ai vu, des virements que je ne reconnaissais pas, importants, fréquents. Je me suis penché sur l'écran. Mon pouls a ralenti au lieu de s'accélérer parce que, soudain, la matinée prenait tout son sens. Et pour la première fois de la journée, je n'ai pas ressenti de la douleur, j'ai ressenti de la clarté. Le lendemain matin, Laura m'a appelé 31 fois. Mais c'était plus tard. D'abord sont venus les chiffres. Et les chiffres, contrairement aux mots, ne mentent pas. Si vous m'aviez demandé il y a un an si je faisais confiance à ma femme, j'aurais répondu oui sans hésitation. Pas le genre de confiance imprudente que l'on voit chez les jeunes couples qui croient encore que l'amour seul peut porter un prêt immobilier. J'ai 68 ans. Ma confiance était celle construite sur des décennies de routine, calendrier partagé, mots de passe partagés, rendez-vous chez le médecin partagé, la confiance tranquille qui vient de traverser les choses ensemble. Ou du moins, c'est ce que je croyais. Laura et moi nous sommes mariés quand j'avais 40 ans. Elle avait 2 enfants de son premier mariage. Je venais d'être nommé associé principal au cabinet d'expertise comptable où je travaillais depuis 35 ans. Elle était chaleureuse à l'époque, charismatique, le genre de femme qui pouvait organiser Thanksgiving pour 20 personnes sans transpirer. Elle a arrêté de travailler il y a 12 ans. Ça n'a pas de sens que nous nous tuions tous les deux à la tâche, avait-elle dit, tu gagnes plus de toute façon. Je n'ai pas argumenté. J'étais fier de subvenir à nos besoins, cela me donnait un but. Au fil du temps, j'ai versé mon salaire sur notre compte commun, je l'ai ajouté comme utilisatrice autorisée sur toutes mes cartes de crédit. Quand j'ai pris ma retraite à 65 ans, j'ai transféré ma pension et mon 401K dans des comptes gérés sous nos deux noms. Il ne m'est jamais venu à l'esprit que je devrais faire autrement. Rétrospectivement, je peux voir les changements subtils. Ils n'étaient pas assez dramatiques pour m'alarmer, juste de petits ajustements de ton. Quand j'hésitais sur un gros achat, elle disait « Tu t'inquiètes trop ». Quand je posais des questions sur une dépense que je ne reconnaissais pas, elle souriait et disait « Détends-toi, c'est réglé ». Quand je suggérais de rencontrer un conseiller financier ensemble, elle répondait « C'est toi l'homme des chiffres. Je te fais confiance ». La confiance, ce mot encore. Mais quelque part en chemin, j'ai cessé de vérifier les relevés aussi attentivement. La retraite vous change, vous commencez à valoriser la paix plus que la précision. Et Laura valorisait le confort, les rénovations de la maison, les vacances avec ses amis, les opportunités d'investissement qui ne semblaient jamais produire de rendement. J'ai remis en question certaines choses, mais pas assez, parce que la défier signifiait des frictions, et les frictions à notre âge sont épuisantes. Après ces mots ce matin-là, ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. Je n'ai pas pu dormir. Alors, j'ai fait quelque chose que je n'avais pas fait depuis des mois, j'ai épluché les comptes. Le premier virement que j'ai remarqué datait d'il y a 4 mois, $8 500 virés à un compte professionnel inconnu, Libellé Consulting. Le mois suivant, $12 000 investissement initial, puis $6 200 retirés en espèces. Mon estomac n'a pas chaviré comme il l'aurait fait quand j'étais plus jeune. Au lieu de cela, j'ai ressenti une étrange stabilité. J'ai sorti les relevés de cartes de crédit, des achats de créateurs totalisant plus de $14 000 au cours de la dernière année, bijoux, forfait spa week-end, une agence de voyage boutique. Ce SUV dans l'allée, il n'était pas entièrement payé après tout. Il était financé par une ligne de crédit séparée dont j'ignorais l'existence, une ligne de crédit liée à notre capital immobilier. Je me suis penché en arrière sur ma chaise et j'ai fixé l'écran. Pendant 28 ans, j'ai cru que nous prenions des décisions ensemble. Maintenant, je voyais le schéma, les virements n'étaient pas aléatoires, ils augmentaient.
$8 500, $12 000, $15 000. Comme quelqu'un qui construirait un parachute en secret. J'ai ouvert un autre onglet et j'ai vérifié les registres fonciers en ligne. Le titre de propriété de notre maison était toujours détenu conjointement. Bien. Mais le prêt du SUV n'indiquait que son nom. C'était nouveau. J'ai fait défiler plus loin, 3 enquêtes sur son rapport de crédit, des demandes de prêt commercial datées des 60 derniers jours. Le jour où elle m'a dit que l'urgence de ma mère n'était pas son problème, elle avait déjà un pied en dehors de notre mariage, et c'était moi qui finançais la sortie. Je suis resté assis jusqu'à 2 heures du matin. Je n'ai pas pleuré, je n'ai pas enragé. J'ai rejoué les dernières années dans mon esprit, la façon dont elle avait commencé à prendre des appels téléphoniques dans une autre pièce, les nouveaux amis que je n'avais jamais rencontrés, l'insistance soudaine qu'elle avait à vouloir son indépendance financière. J'avais interprété cela comme une saine autonomie. Maintenant, cela ressemblait à de la préparation. Le plus douloureux n'était pas l'argent, c'était la réalisation que, pendant que je pensais au rendez-vous chez le cardiologue et au renouvellement de médicaments pour ma mère de 82 ans, ma femme pensait à la liquidité. J'ai entendu ses pas dans le couloir et j'ai rapidement fermé l'ordinateur portable. Elle est apparue dans l'embrasure de la porte, sa robe de chambre serrée autour d'elle. « Pourquoi es-tu réveillée » a-t-elle demandé. Je n'arrivais pas à dormir. Elle a hoché la tête, puis a fait une pause. Tu semblais distant aujourd'hui. Je l'ai regardé attentivement. Je pensais, ai-je dit. À quoi? À la responsabilité. Elle a légèrement froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Rien, ai-je répondu. Elle m'a étudié un instant de plus, puis a haussé les épaules et est retournée se coucher. Ce haussement d'épaules, le même haussement d'épaules que le matin, ce n'était pas de la cruauté, c'était du mépris. Le lendemain, pendant qu'elle était à Pilates, j'ai appelé mon ancien collègue, Daniel. Il avait été mon conseiller financier pendant des années avant ma retraite. Dan, ai-je dit, j'ai besoin de tout revoir. Il n'a pas posé beaucoup de questions, m'a juste fixé un rendez-vous pour le lendemain matin. Quand j'ai raccroché, je suis passé devant l'îlot de la cuisine où elle s'était assise la veille. J'ai imaginé le moment à nouveau, ma mère luttant pour respirer, moi demandant de l'aide, elle soulevant sa tasse de café. Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. La phrase n'avait pas seulement révélé son indifférence, elle avait révélé la mienne. J'avais ignoré les signes avant-coureurs pendant des années parce que les affronter me semblait peu pratique. Mais quelque chose dans cette matinée avait balayé le confort du déni. Si je pouvais conduire ma mère à l'hôpital sans son aide, je pouvais faire autre chose aussi. Je pouvais me débrouiller. Quand Laura m'a appelé 31 fois le lendemain, elle pensait qu'il s'agissait d'un inconvénient. Elle ne comprenait pas encore qu'il s'agissait d'une révélation, et les chiffres, une fois découverts, ne se cachent plus. Daniel n'a pas perdu de temps en bavardage. Quand je suis entré dans son bureau le lendemain matin, il a fermé la porte derrière moi et a dit, « Commencez par le début. » Alors, j'ai commencé. Je lui ai parlé de ma mère, de la voiture, des mots de Laura. Puis, j'ai fait glisser une pile de relevés imprimés sur son bureau. Il a ajusté ses lunettes et a commencé à les feuilleter, lentement au début, puis plus rapidement. « Depuis combien de temps n'avez-vous pas examiné ces lignes par ligne » a-t-il demandé. « Pas en détail, ai-je admis. 6 mois, peut-être plus. » Il a hoché la tête. La retraite peut faire ça. Il a ouvert son ordinateur portable et s'est connecté à l'accès back-end qu'il avait encore l'autorisation d'utiliser pour mes comptes gérés. En 10 minutes, il a trouvé ce que j'avais pressenti, mais pas encore entièrement compris. Elle a déplacé de la liquidité, a-t-il dit calmement. C'est-à-dire, des positions de trésorerie, des virements à court terme, une expansion de crédit. Elle augmente les fonds disponibles tout en limitant les engagements à long terme traçables. Je l'ai fixé du regard. En français, elle se prépare à une séparation financière. Le mot est resté en suspens dans l'air, séparation. Pas de divorce, pas encore, juste préparation. Daniel a continué à faire défiler, une ligne de crédit sur Capital Immobilier ouverte il y a 8 mois, autorisée par vous deux électroniquement. J'ai froncé les sourcils. Je ne me souviens pas avoir signé cela. Vous avez probablement approuvé quelque chose dans DocuSign sans lire les documents secondaires. J'ai fermé les yeux brièvement.
Je me suis souvenu de la soirée où elle avait dit qu'il s'agissait de paperasse pour mettre à jour les bénéficiaires de l'assurance. J'avais signé depuis mon téléphone en regardant la télévision. Daniel a tourné l'écran vers moi. 42 000 $ retirés de la ligne au cours des 7 derniers mois. Cet argent n'est pas allé à la maison, a-t-il dit. Où est-il allé? Combinaison de virements personnels et d'autres choses. Il a cliqué à nouveau. 3 dépôts sur une SARL nouvellement constituée, enregistrée uniquement sous le nom de Laura. L'adresse de l'entreprise était un espace de coworking en centre-ville. Qu'est-ce que c'est? Ai-je demandé doucement. On dirait qu'elle a lancé une entreprise de conseil. J'ai ri une fois sous mon souffle. Laura n'avait jamais dirigé d'entreprise de sa vie. Elle est répertoriée comme propriétaire majoritaire, a ajouté Daniel. Combien y a-t-elle transféré? Il a fait le total des virements. Je me suis appuyé en arrière sur la chaise. Le prêt du SUV, la ligne de capital immobilier, la SARL, les retraits. Ce n'étaient pas des dépenses de panique, c'était un positionnement. Elle n'a pas touché à votre 401K, a dit Daniel. C'est une bonne chose, il est protégé, sauf si vous autorisez la distribution. Qu'en est-il de la sécurité sociale? Toujours déposé sur le compte commun. J'ai expiré lentement. Alors, quelles sont mes options? Daniel a joint les mains. Premièrement, séparez vos revenus immédiatement. Ouvrez un compte individuel. Redirigez votre sécurité sociale. Gelez la ligne de capital immobilier. Retirez-la en tant qu'utilisatrice autorisée de toutes les cartes de crédit émises à votre nom. Ensuite, consultez un avocat. Cela va-t-il faire monter les enchères? Il m'a jeté un regard que je reconnaissais après des années de négociations. Elles sont déjà montées. Vous êtes juste en retard à la réunion. Je suis rentré chez moi avec un étrange calme qui s'installait en moi. Il y a quelque chose de clarifiant avec les chiffres. Ils éliminent l'ambiguïté, ils ne se soucient pas du ton ou des excuses. Laura n'agissait pas impulsivement, elle exécutait un plan. Et je l'avais financé. Quand je suis entré dans la maison, elle était de nouveau au comptoir, son ordinateur portable ouvert cette fois. « Comment s'est passée ta matinée ?» a-t-elle demandé. « Productive. » Elle a souri faiblement. « Je travaille sur quelque chose de nouveau. » « Oh, une idée d'entreprise. » « Du conseil. » « C'est au début. » J'ai hoché la tête. « Cela semble cher. » Elle a fait une pause d'une fraction de seconde. « L'investissement nécessite du capital. » « Oui, ai-je convenu doucement. »« C'est vrai. » Elle a étudié mon visage. « Tu es étrange. »« Je le suis ?»« Oui. » « Depuis hier. » J'ai croisé son regard. Hier a été éclairant. Pourquoi faire pour moi? Elle a fermé son ordinateur portable lentement. Es-tu en colère à propos de la voiture? Non. Alors quoi? J'ai envisagé de lui dire tout de suite, de lui présenter les chiffres, de la confronter. Mais quelque chose en moi me retenait. Pas de peur, juste le bon moment. Je l'ai compris, ai-je dit simplement. Elle a froncé les sourcils. Qu'est-ce que ça veut dire? Cela signifie que je n'ai pas besoin du SUV. Son expression s'est légèrement adoucie, comme si elle croyait que la tempête était passée. Bien, a-t-elle dit, parce que j'ai des réunions toute la semaine. Cet après-midi-là, j'ai ouvert un nouveau compte courant à mon nom uniquement. J'ai redirigé mes dépôts de sécurité sociale avec effet immédiat. J'ai appelé la banque et gelé la ligne de capital immobilier en attendant un examen. Le représentant a demandé, raison, exposition financière non autorisée, ai-je répondu. J'ai retiré son autorisation de 2 cartes de crédit liées à mon compte de retraite. Chaque action me semblait méthodique, contrôlée, pas de vengeance, juste de la protection. Le soir, la banque m'a informé que les transactions en attente liées à la ligne de capital immobilier étaient suspendues. À 21h12, le téléphone de Laura a vibré. J'ai vu son visage changer en lisant le courriel de notification. « Qu'est-ce que c'est ?» a-t-elle demandé sèchement. « Qu'est-ce que quoi ?» Il est dit que la ligne de capital est gelée. Oui. Pourquoi? Gestion des risques. Elle s'est levée. Tu ne peux pas simplement la geler sans me parler. Je peux, ai-je dit calmement. C'est à mon nom.
C'est un autre nom. C'était, ai-je corrigé. Sa mâchoire s'est crispée. Tu réagis de manière excessive. Est-ce le cas? C'est à cause d'hier. Non, ai-je dit doucement. Hier concernait autre chose. Elle m'a fixé, cherchant une émotion. Mais il n'y avait plus de colère, seulement du calcul. Elle a pris son téléphone et est entrée dans la chambre, fermant la porte derrière elle. Je suis resté seul dans le salon. 10 minutes plus tard, mon téléphone a vibré. Numéro inconnu. Je n'ai pas répondu. Puis un autre, puis un SMS. Tu as gelé le compte? J'ai posé le téléphone parce que la suite nécessitait de la patience. Et quand les appels sont arrivés le lendemain, 31 d'entre eux, il ne s'agissait pas d'une visite à l'hôpital. Il s'agissait d'un levier. Et pour la première fois depuis des années, j'ai compris exactement qui l'avait. Laura n'a pas crié cette nuit-là, elle n'a rien jeté, n'a pas m'accusé de trahison, n'a même pas pleuré. Elle a calculé. C'est ce qui a fait la différence. Je l'ai entendu bouger dans la chambre bien après minuit, des tiroirs, des papiers ouverts, le doux tapotement de son clavier de téléphone. Quand elle est finalement sortie vers 1h du matin, j'ai fait semblant de dormir sur le canapé. Elle est restée un instant au-dessus de moi, me regardant, me mesurant. Puis elle est retournée à l'intérieur. Je n'ai pas beaucoup dormi, mais je n'ai pas douté de moi non plus. Il y a une certaine clarté qui vient lorsque le déni se dissout enfin. Pas de rage, pas de chagrin, juste de la clarté. Le lendemain matin, à exactement 7h18, mon téléphone a vibré. Appel numéro 1, Laura. J'ai laissé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. Au moment où j'ai atteint le parking de la banque à 8h05, j'avais cet appel manqué. Je n'ai pas ressenti de triomphe, j'ai ressenti une confirmation. À l'intérieur de l'agence, j'ai demandé une réunion avec la responsable principale des comptes, une femme d'une 50aine d'années nommée Michelle, calme et directe. Comment pouvons-nous vous aider aujourd'hui, monsieur Thompson? J'ai besoin de revoir la propriété des actifs et de geler tous les virements sortants supérieurs à $5000 sans double autorisation. Elle a tapé silencieusement. Anticipez-vous un litige? Possiblement. Elle a hoché la tête. Vous voudrez des preuves des récents retraits et extensions de crédit. Je les ai déjà. Elle a levé les yeux vers moi, étudiant mon visage. Est-ce un divorce? C'est une correction, ai-je répondu. Elle n'a pas posé d'autres questions. En 30 minutes, la ligne de capital immobilier a été officiellement suspendue en attendant un examen interne. Des alertes ont été placées sur tous les comptes. Les gros virements nécessitaient une autorisation en personne. Mon compte individuel a été entièrement activé. Quand je suis retourné à ma voiture, mon téléphone affichait 15 appels manqués et un message vocal. Sa voix était contrôlée au début. David, rappelle-moi. Il y a clairement une erreur avec la banque. À la fin du message, le contrôle s'était affaibli. Tu ne peux pas faire ça. À 9h30, j'ai rencontré un avocat. Daniel m'avait recommandé Suzanne Meyers, spécialiste en droit de la famille, 20 ans de pratique. Elle a écouté sans m'interrompre. Quand j'ai eu terminé, elle s'est appuyée en arrière. Votre femme a repositionné des actifs. Discrètement. Oui. Vous avez gelé les liquidités avant qu'elle ne termine la transition. Oui. Elle a hoché la tête. Cela explique les appels téléphoniques. Quels sont mes risques, ai-je demandé. Si elle dépose en premier, elle arguera d'abus financiers. Je n'ai rien transféré à moi-même au-delà de mes revenus gagnés. Une bonne documentation est votre bouclier. Elle a tapoté légèrement son stylo sur son carnet. Permettez-moi de vous demander quelque chose, monsieur Thompson. Pourquoi maintenant? J'y ai réfléchi. Parce qu'il ne s'agissait pas seulement d'argent, il ne s'agissait pas des virements. C'était la phrase, ai-je finalement dit. Elle a levé un sourcil. Quelle phrase? Ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi. L'expression de Suzanne a légèrement changé. C'est souvent le moment, a-t-elle dit doucement. Le moment où un conjoint cesse de voir l'autre comme un partenaire. J'ai hoché la tête. Quelles sont mes options? Vous pouvez déposer une demande de séparation légale, protéger vos comptes de retraite,
établir des limites financières temporaires, ou vous pouvez tenter une médiation. Je ne pense pas qu'elle veuille de médiation. Alors protégez-vous d'abord. Quand je suis rentré à la maison, Laura était de nouveau assise à l'îlot de la cuisine. Mais elle ne faisait plus défiler l'écran cette fois, elle attendait. Ses yeux étaient perçants. « Que as-tu fait » a-t-elle demandé sans saluer. « J'ai ajusté l'exposition au risque. » Elle s'est levée. « Arrête de parler comme ça. Ce n'est pas une salle de réunion. » Non, ai-je convenu calmement. C'est notre maison. Tu as gelé la ligne de capital immobilier. Oui. Tu m'as retiré des cartes. Oui. Tu as redirigé ta sécurité sociale. Oui. Elle a cligné des yeux une fois, clairement surprise que je ne le nie pas. Tu ne me fais pas confiance. La question m'a presque fait sourire. Je te faisais confiance, ai-je dit calmement. C'est comme ça que la ligne de capital a été ouverte. Son visage s'est durci. Tu réagis de manière excessive à un seul commentaire. Un seul commentaire, ai-je répété. Tu me punis parce que j'avais un cours de prévu. Ce n'est pas à propos de Pilate. Alors, de quoi s'agit-il? J'ai soutenu son regard. Il s'agit de partenariat. Le silence s'est étiré entre nous. Tu essaies de me contrôler, a-t-elle dit finalement. Non, ai-je répondu. J'élimine la capacité de me contrôler. Sa mâchoire s'est crispée. Tu ne peux pas simplement réécrire les règles après 28 ans. Je ne l'ai pas fait, ai-je dit doucement. Tu l'as fait. Elle a ri une fois, sèchement, dédaigneusement. Oh, s'il te plaît. Parce que je n'ai pas tout laissé tomber pour conduire ta mère. Il ne s'agissait pas de conduire. Alors quoi? Il s'agissait de se soucier. Elle a croisé les bras. Alors, c'est émotionnel maintenant. Non, ai-je dit calmement. C'est structurel. Ses yeux ont brillé. Tu menaces de divorcer? Je protège ce qui est à moi. Et qu'est-ce qui est à moi, a-t-elle claqué. Tu garderas ce que tu as déjà positionné. La couleur a légèrement fui son visage. Tu as fouillé. J'ai lu les relevés. Elle m'a fixé pendant plusieurs secondes. Tu es paranoïaque. Non, ai-je dit doucement. J'étais naïf. Cet après-midi-là, j'ai déposé une demande de séparation légale, pas de divorce. Protection. Limite financière temporaire en attendant la médiation. La paperasse était précise, clinique, sans drame. Quand l'huissier a livré l'avis 2 jours plus tard, je n'étais pas à la maison. Mais j'en ai entendu parler parce que c'était le jour où elle m'a appelé 31 fois. Et les 20 premiers de ces appels n'étaient pas en colère, ils étaient effrayés. Il y a une différence entre la vengeance et le rééquilibrage. La vengeance est bruyante, le rééquilibrage est silencieux. Je n'ai pas crié, je n'ai pas accusé, j'ai ajusté. Et une fois que le système a changé, elle l'a immédiatement ressenti, car pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait plus simplement supposer que j'absorberais l'impact. L'huissier a frappé à 10h17. Je connais l'heure parce que Laura m'a envoyé un SMS à 10h19. Que as-tu fait? Je n'ai pas répondu. À 10h22, elle a appelé. Appel numéro 1. Je l'ai laissé sonner. Appel numéro 2. Puis numéro 3. À 11h, j'avais 11 appels manqués et 6 messages. Les premiers étaient contrôlés, David, nous devons parler. C'est ridicule. Tu es en train d'aggraver la situation inutilement. Au 15e appel, le ton a changé, tu ne peux pas déposer de séparation sans en discuter. Tu nous fais honte à tous les deux. Et puis, vers l'appel 22, quelque chose de nouveau est entré dans sa voix, l'incertitude. Que essaies-tu exactement de protéger? J'étais assis à mon bureau dans le salon, examinant les projections de retraite avec Daniel au haut-parleur, et j'ai laissé le téléphone vibrer contre le bois. Je ne me sentais pas triomphant, je me sentais stable. Quand on vit assez longtemps, on apprend quelque chose sur le pouvoir. Il s'agit rarement du volume, il s'agit du levier. Pendant près de 3 décennies, Laura avait agi en partant du principe que je maintiendrais la stabilité, quoi qu'elle fasse. Que j'aplanirais les tensions, couvrirais les dépenses, ignorerais les irrégularités. Elle s'était habituée à l'élasticité, mais l'élasticité a des limites,
et une fois qu'elle se rétracte, elle change de forme. À 13h14, elle s'est présentée au bureau de Daniel. Il m'a envoyé un SMS immédiatement, elle est ici, agitée. Je lui ai dit de ne pas s'engager au-delà de la confirmation que j'avais demandé une consultation. Apparemment, elle a exigé l'accès au relevé. Daniel lui a dit ce que n'importe quel conseiller dirait, vous devrez passer par votre avocat. C'est là que la panique a vraiment commencé, parce que la panique n'est pas une question d'argent, c'est une question de contrôle. En fin d'après-midi, j'ai finalement répondu. Appel numéro 31. Sa respiration était irrégulière. David, a-t-elle dit, sa voix tendue. Qu'est-ce qui se passe? Tu as été servi, ai-je répondu calmement. Séparation légale. Tu es sérieux? Oui. Tu es en train de détruire nos vies. Non, ai-je dit doucement. Je stabilise la mienne. C'est à cause de ta mère. Cela a commencé là. Alors, parce que je t'ai dit de te débrouiller, tu démantèles 28 ans. Non, ai-je dit, parce que j'ai réalisé que je me débrouillais tout seul. Silence. Tu penses que je te volais, a-t-elle finalement demandé. Je pense que tu préparais quelque chose sans me le dire. C'est ce qu'on appelle l'indépendance. Pas quand elle est financée par des fonds communs sans transparence. Elle a expiré brusquement. Tu agis comme si j'avais commis un crime. Tu as ouvert une ligne de crédit de 42 000 $ contre notre maison. C'est notre maison et tu n'en as pas discuté. Je t'ai fait signer électroniquement. Oui, ai-je dit calmement. Tu l'as fait. La pause qui a suivi a été lourde. Tu m'as fait confiance, a-t-elle dit. Je t'ai fait confiance, et maintenant tu ne me fais plus confiance. Maintenant, je vérifie. Ce soir-là, quand je suis rentré à la maison, elle faisait les 100 pas. La maison semblait différente, chargée. J'ai parlé à un avocat, a-t-elle dit immédiatement. Je m'en doutais. Tu vas le regretter. Possiblement. Elle m'a fixé, comme si elle attendait de la colère, des représailles. Cela n'est pas venu. Tu as gelé la ligne de capital immobilier. Tu m'as retiré des comptes. Tu as coupé l'accès. J'ai restreint la liquidité non garantie. C'est la même chose. Non, ai-je répondu calmement. C'est un confinement. Elle a secoué la tête. Tu essaies de m'affamer. J'empêche une exposition supplémentaire. Elle a ri amèrement. Exposition à quoi? À ta paranoïa de retraite? À une responsabilité non divulguée. Sa voix a baissé. Tu m'as surveillé. J'ai examiné les relevés. Tu penses que je te quittais? Je pense que tu préparais des options. Et ça te fait peur. Non, ai-je dit, ce qui m'a fait peur, c'est une phrase. Sa mâchoire s'est contractée. Tu es toujours là-dessus? Oui. C'était une mauvaise matinée. C'était une matinée claire. Elle m'a regardé longtemps. Tu sais à quoi ça ressemble, a-t-elle dit doucement. À de l'abus financier. J'ai hoché la tête lentement. Et c'est exactement pourquoi j'ai déposé légalement. Son expression a vacillé, car elle avait compris, la documentation change les récits. Au cours des 2 semaines suivantes, une médiation a été programmée. Les actifs ont été délimités, les comptes de retraite séparés et protégés, la maison détenue conjointement, sous réserve d'évaluation, la ligne de capital immobilier suspendue en attendant l'examen du tribunal, sa SARL entièrement la sienne. Sans financement supplémentaire des biens matrimoniaux, le SUV, pour la première fois, sous sa seule responsabilité. La structure était visible, pas d'ambiguïté, pas de virement silencieux, pas de ligne floue. Le plus étrange n'était pas la tension, c'était le calme. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous de suivi le mardi suivant, dans une voiture de location que j'ai payée moi-même. Quand nous sommes rentrés à la maison, elle a étudié mon visage. Tu as l'air plus léger, a-t-elle dit. Je me sens plus clair, ai-je répondu. C'est fini, a-t-elle demandé doucement. Non, ai-je dit. C'est équilibré. Cette nuit-là, Laura a dormi dans la chambre d'amis. Nous nous déplacions l'un autour de l'autre avec précaution, civilement, mais quelque chose de fondamental avait changé. Pas d'hostilité, mais une hiérarchie. Elle n'opérait plus à partir d'un levier supposé, elle négociait sur un pied d'égalité.
Et c'est là que la colère a vraiment fait surface. Parce que l'égalité ressemble à une perte pour quelqu'un habitué à l'avantage. 3 jours avant notre première séance de médiation, elle se tenait dans l'embrasure de la porte du bureau. « Tu n'avais pas à m'humilier, a-t-elle dit. Je ne l'ai pas fait. Tu m'as fait signifier des papiers à la maison. C'est comme ça que le processus fonctionne. Tu aurais pu me prévenir. Je l'ai fait, ai-je répondu. Quand? Quand j'ai dit et d'accord, point. Elle m'a fixé, la confusion et la réalisation se heurtant dans son expression. Tu me punis. Non, ai-je dit doucement. J'ai compris. Le retournement n'est pas bruyant, il ne claque pas les portes, il ne jette pas d'accusations. Il modifie la structure sous les planchers. Et quand les fondations bougent, tout le monde le ressent, surtout celui qui pensait que c'était permanent. La médiation était prévue pour 9 heures, un jeudi matin gris. Laura est arrivée 10 minutes en retard. Pas pressée, pas agitée, contrôlée. Elle portait le blazer bleu marine qu'elle avait l'habitude de porter lors d'événements caritatifs, celui qui signalait le calme et la confiance. Si vous ne connaissiez pas le contexte, vous auriez pensé que nous assistions à une clôture immobilière ensemble. Nous nous sommes assis l'un en face de l'autre à une longue table de conférence. Entre nous, des papiers, derrière nous, 28 ans. Le médiateur, un homme d'une 60aine d'années nommé Richard, a ouvert la séance avec un langage neutre. Il s'agit d'une discussion structurée concernant la séparation financière et la protection des actifs. Notre objectif est la clarté. La clarté, ce mot encore. Richard a examiné le résumé financier préliminaire, valeur de la maison commune, compte de retraite, statut de la ligne de capital immobilier, déclaration de sa SARL, dettes impayées. Quand il est arrivé à la section détaillant les retraits de la ligne de crédit, il a fait une pause. Madame Thompson, a-t-il dit avec précaution, ces fonds ont été consultés sans discussion documentée préalable. Laura a croisé les jambes. Nous avons des finances partagées. Nous ne demandons pas la permission pour chaque dépense. 42 000 $ n'est pas une dépense, ai-je dit calmement. C'est un positionnement. Elle m'a jeté un regard. Richard a levé une main doucement. Restons constructifs. Il s'est tourné vers elle à nouveau. Quel était l'usage prévu de ces fonds? Développement commercial, pour lequel il n'y a pas encore de rapport de revenus. C'est au début. Il a hoché la tête, puis a écrit quelque chose. Quand nous sommes passés au gel de la ligne de capital immobilier, elle s'est penchée en avant. Il l'a gelée sans me consulter. Oui, a dit Richard, mais il l'a fait légalement. Elle s'est tournée vers moi. Tu m'as embarrassé à la banque. Tu m'as embarrassé à la table de la cuisine, ai-je répondu calmement. La pièce est devenue silencieuse. Richard a regardé entre nous. Souhaitez-vous donner plus de détails? Laura a pouffé doucement. Il fait référence à un commentaire que j'ai fait. Ce n'était pas le commentaire, ai-je dit. C'était ce qu'il a révélé. Elle a levé les yeux au ciel. C'est absurde. Est-ce le cas, ai-je demandé doucement. Tu démantèles notre mariage parce que je n'ai pas reporté Pilate. J'ai croisé son regard. Il ne s'agissait pas de Pilate. Alors, de quoi s'agissait-il? Il s'agissait de responsabilité. Le mot a atterri entre nous. Un instant, j'ai vu quelque chose se fissurer sous son calme. Pas de culpabilité, juste de la reconnaissance. La médiation a duré 4 heures. À la fin, la structure temporaire était définie, j'ai conservé le contrôle exclusif de mes comptes de retraite, elle a conservé la pleine propriété de sa SARL et de ses responsabilités, la maison resterait détenue conjointement en attendant une évaluation et un rachat potentiel. La ligne de capital immobilier resterait gelée à moins que les deux parties ne signent pour sa réactivation. Des comptes courants séparés seraient permanents à l'avenir. Pas de cris, pas d'ultimatum dramatique, juste des conditions. Quand nous sommes sortis sur le parking après, l'air était froid et vif. Laura s'est arrêtée à côté de son SUV. Alors, c'est ça, a-t-elle demandé. Pour l'instant. Tu nous as transformés en un contrat. Non, ai-je dit doucement. Nous avons toujours été un contrat. Je l'ai juste enfin lu. Elle a secoué la tête. Tu as changé. J'ai arrêté d'absorber. Elle m'a étudié attentivement. Tu n'as même pas l'air en colère.
Je ne le suis pas. Alors quoi? J'ai fini de faire semblant. Elle a détourné le regard la première. Ce soir-là, de retour à la maison, elle se tenait dans le couloir alors que je me dirigeais vers le bureau. Tu pourrais encore annuler ça, a-t-elle dit. Comment? C'est pour Nahan. Lève la séparation. Réactive la ligne. Fais-moi confiance à nouveau. La confiance. C'était là encore. Qu'est-ce qui serait différent, ai-je demandé. Elle a hésité. Je ne dirai plus jamais quelque chose comme ça. Ce n'était pas le problème. Alors, qu'est-ce que c'est? J'ai demandé de l'aide, ai-je dit doucement. Et tu as décidé que ce n'était pas ton problème. C'était un matin. C'était un schéma. Sa mâchoire s'est contractée. Tu réécris l'histoire. Non, ai-je dit. Je la lis enfin. Elle s'est approchée. Tu penses que tu es le seul à t'être senti seul dans ce mariage. Cela m'a pris au dépourvu. Qu'est-ce que ça veut dire? Tu t'es enterré dans les chiffres pendant des décennies, a-t-elle dit. Plan de retraite, gestion des risques, toujours à calculer. J'ai appris à construire quelque chose à moi. Alors tu aurais dû le dire. J'ai essayé. Elle a de nouveau hésité, et dans cette hésitation, j'ai vu quelque chose de réel. Pas de manipulation, mais de la distance. Peut-être s'était-elle aussi sentie invisible. Mais l'invisibilité ne justifie pas le secret. Tu n'as pas construit quelque chose avec moi, ai-je dit calmement. Tu l'as construit derrière moi. Elle a semblé fatiguée soudainement. Peut-être que je ne pensais pas que tu comprendrais. C'est la partie qui fait mal, ai-je dit doucement. Pas l'argent. Nous sommes restés là en silence un long moment. Puis elle a demandé, plus doucement cette fois, c'est fini? J'ai réfléchi attentivement avant de répondre. Ce n'est pas ce que c'était. Et qu'est-ce que c'est maintenant? C'est honnête. Elle a expiré lentement. Et si l'honnêteté mène au divorce, alors au moins c'est réel. Plus tard cette nuit-là, mon téléphone a vibré à nouveau. Pas elle cette fois. Une notification de la banque, confirmation formelle, ligne de capital immobilier suspendue définitivement, en attendant l'autorisation conjointe du tribunal. J'ai fixé le message. C'était là. La finalité et les petits caractères. Pas de vengeance, pas de triomphe, juste une histoire, juste une structure. Quand je suis passé devant la chambre d'amis, sa lumière était toujours allumée. Un instant, j'ai envisagé de frapper. Au lieu de cela, je suis allé me coucher, car la confrontation ne consiste pas à gagner, elle consiste à refuser de se perdre en silence. Et pour la première fois depuis des années, j'ai ressenti quelque chose d'inhabituel. Pas de colère, pas de ressentiment, mais un équilibre. Le lendemain matin, elle ne m'a pas appelé du tout. Pas de panique, pas de 31 appels manqués, juste le silence. Et parfois, le silence n'est pas une reddition, c'est un nouveau calcul. 6 mois se sont écoulés. Pas de façon dramatique, pas dans les flammes, juste régulièrement. La maison a été évaluée au début du printemps. Le marché avait augmenté plus que nous ne l'avions prévu. La médiation a continué 2 fois par mois. Nous avons parcouru des tableurs au lieu d'arguments. En fin de compte, j'ai racheté sa part de la maison en utilisant un roulement structuré d'une partie de notre compte de courtage commun. C'était propre, documenté, signé à l'encre. Elle a gardé le SUV, la SARL, et les fonds qu'elle avait déjà transférés. Le tribunal a formalisé la séparation légale avec une nette frontière financière entre nous. Pas d'affrontement judiciaire, pas de coups de marteau, juste des signatures. Elle a emménagé dans un appartement en centre-ville en juillet. J'ai aidé à porter le dernier carton jusqu'à sa voiture. Cela l'a surprise. Tu n'as pas besoin de le faire, a-t-elle dit doucement. Je sais, ai-je répondu. Nous sommes restés dans l'allée un instant, 2 personnes qui s'étaient autrefois promis l'éternité, partageant maintenant des meubles. Ça en valait la peine, a-t-elle demandé. Oui, ai-je dit honnêtement. Pourquoi? Pour la clarté. Elle a hoché la tête lentement. Je n'ai jamais voulu te faire de mal. Je le crois, ai-je dit. Mais tu l'as fait. Elle a détourné le regard la première, puis elle est partie en voiture. La maison semblait plus grande sans elle.
Pas plus vide, juste plus calme. Ma mère était assise à la table de la cuisine ce soir-là, pliant soigneusement un torchon. Elle est partie, a-t-elle demandé. Oui. Elle a hoché la tête comme si elle avait connu cette fin bien avant moi. Tu es seule, a-t-elle demandé doucement. J'ai réfléchi à la question. Non, ai-je finalement dit. Je suis installé. Et c'était la vérité. Ma sécurité sociale est maintenant déposée sur mon compte individuel chaque mois. Le prêt hypothécaire est remboursé agressivement. La ligne de capital immobilier reste fermée. Mes projections de retraite sont modestes mais stables. Pour la première fois depuis des années, j'examine les relevés sans anxiété. La SARL qu'elle a construite n'a pas décollé. Je le sais parce que les dépôts publics montrent une activité limitée. Je n'en ressens aucune satisfaction, juste de la distance. Nous nous parlons occasionnellement, cordialement, brièvement. Pas d'accusation, pas de nostalgie, juste des nouvelles. J'ai conduit ma mère à son rendez-vous chez le cardiologue la semaine dernière dans ma propre voiture, la transmission remplacée, entièrement payée. Sur le chemin du retour, elle s'est penchée et m'a serré la main. Tu as l'air paisible, a-t-elle dit. Je le suis. Tu lui as pardonné? Oui. Et à toi-même? Cette question est restée en suspens. Il m'a fallu un instant pour répondre. J'y travaille. Un soir de fin août, Laura a appelé. Pas 31 fois, juste une fois. J'ai répondu. Salut, a-t-elle dit. Salut. J'ai reçu l'avis de finalisation de la médiation. Moi aussi. Silence. J'avais peur, a-t-elle admis. De quoi? D'être de nouveau dépendante. J'y ai réfléchi. Tu n'as jamais été dépendante, ai-je dit. Tu n'avais juste pas confiance que je resterais à tes côtés si tu le demandais. Et maintenant? Maintenant, je me tiens à mes côtés d'abord. Elle a expiré doucement. Ça semble différent. Ça l'est. Nous n'avons pas dit grand-chose d'autre. Quand l'appel s'est terminé, je n'ai pas ressenti de regret, j'ai ressenti une résolution. Cette histoire ne se termine pas par une réconciliation. Elle ne se termine pas par des excuses dramatiques ou des vœux renouvelés. Elle se termine par une structure, par des limites, par un homme qui a finalement compris que l'amour sans respect devient une obligation, et que l'obligation sans clarté devient une érosion. Quand elle a dit « ce n'est pas mon problème. Débrouille-toi ». Elle n'a pas réalisé qu'elle me donnait quelque chose de puissant, la permission. La permission d'arrêter d'absorber, la permission d'arrêter d'aplanir, la permission d'arrêter de supposer un partenariat là où il n'existait plus. Et quand elle m'a appelé 31 fois le lendemain, ce n'était pas parce qu'elle m'aimait davantage, c'était parce que la structure avait changé. Parce que, pour la première fois en 28 ans, elle ne pouvait plus compter sur mon silence. Si vous vous êtes déjà retrouvé à porter plus que votre part, si vous avez déjà ignoré les chiffres parce que les affronter vous semblait trop lourd, si vous avez déjà confondu l'endurance avec la force, je comprends. Parfois, la force n'est pas d'élever la voix. Parfois, la force est de lire le contrat dans lequel vous viviez. Parfois, la force est de simplement dire « D'accord, j'aimerais savoir ce que vous en pensez ». Avez-vous déjà eu un moment, une seule phrase qui a tout changé pour vous? Laissez un commentaire ci-dessous et dites-moi d'où vous regardez. Je lis tout le monde. Nous partageons des histoires comme celle-ci tous les jours. Des histoires de dignité, de limites et de courage tranquille. Alors, si cela a résonné en vous, pensez à vous abonner pour ne pas manquer la prochaine. Continuons à apprendre les uns des autres.